Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Vous avez lu la presse internationale pour nous et on commence cette revue de presse en Ouganda où au moins une personne a trouvé la mort dans des affrontements qui ont opposé la police après l'interpellation du candidat et opposant Kizza Besigye. À 3 jours du premier tour de la présidentielle prévu ce jeudi, le gouvernement ougandais resserre son emprise, annonce The Wall Street Journal, qui montre Kizza Besigye aveuglé par des gaz lacrymogènes au moment de son interpellation à Kampala. Libéré après quelques heures, le candidat a été empêché de tenir un meeting alors que la campagne s'achève aujourd'hui. Battu à 3 reprises en 2001, 2006 et 2011, Kizza Besigye veut à nouveau défier Yoweri Museveni, le président sortant au pouvoir depuis un coup d'État en 1986. Lui n'entend pas tirer sa révérence, d'après The Independent, qui rapporte que son entourage affirme que les patrouilles de sécurité omniprésentes à Kampala ont pour mission de lutter contre les criminels, je cite, et de maintenir l'ordre, alors que les opposants, eux, disent redouter que ces hommes, armés de bâtons et actuellement sans salaire, veulent surtout s'assurer que Yoweri Museveni restera bien au pouvoir. Oui, ce n'est pas gagné car selon le Télégraphe, les sondages le donnent pour le moment au coude à coude avec Kizza Besigye. Le quotidien britannique rappelle que l'opposant est un ancien membre du gouvernement qui a rompu avec Museveni il y a maintenant 15 ans. Le président sortant, accusé par son rival de ne pas être un démocrate, je le cite, a procédé d'ailleurs à plusieurs réformes de la Constitution pour pouvoir rester en place jusqu'à présent. Cette fois, le chef de l'État ougandais aurait choisi de mener une campagne tous azimuts sur les réseaux sociaux, d'après Jeune Afrique, qui rapporte notamment que le dirigeant se vante, notamment sur Twitter, d'être l'homme du progrès constant, un argument relayé sous le hashtag Steady Progress. Peu importe si le pays stagne à la 164e place sur 187 États de l'indice du développement humain, relève le magazine. Au menu également de cette revue de presse internationale, l'affrontement politique aux États-Unis pour la désignation du successeur d'Antonin Scalia, le juge de la Cour suprême décédé samedi dernier à l'âge de 79 ans. Sa disparition laisse vacant un poste très politique et risque de modifier le rapport de force à la Cour suprême où les conservateurs et les libéraux sont désormais à égalité, 4 contre 4. Alors concrètement, c'est au président Obama qu'il revient de désigner le successeur de Scalia avant que le Sénat valide ce choix. Ou pas, car évidemment, la majorité républicaine n'a pas l'intention de lui laisser les mains libres, ni de voir basculer la Cour suprême. Qu'il choisisse un hindou ou une lesbienne, 2 candidats potentiels pour la succession de Scalia. Quoi qu'il fasse, le choix d'Obama irritera les républicains, prévient The Independent, qui rappelle que le chef de la majorité républicaine au Sénat demande à ce que le nouveau juge soit nommé non pas par Barack Obama, mais par le futur président qui sera désigné en novembre prochain. Une exigence reprise d'ailleurs par l'un des candidats à la primaire républicaine, Ted Cruz. D'après The Guardian, l'affaire serait en train d'envenimer littéralement la campagne présidentielle, tout en laissant évidemment en souffrance plusieurs dossiers sensibles, notamment sur l'accès à l'avortement et la régularisation des sans-papiers. Il y en a d'autres qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Ce sont les détenus du centre de Guantanamo que le président Obama avait promis de fermer. D'après The Guardian, 91 hommes seraient toujours détenus sur la base militaire cubaine, où s'est rendu d'ailleurs le journal, qui rappelle que sa fermeture avait été l'une des promesses phares de la campagne d'Obama en 2008. Et que 8 ans plus tard, évidemment, ces détenus sont toujours considérés comme des prisonniers d'une guerre qui ne semble jamais devoir terminer, je cite, des détenus qui ont entendu le président Obama promettre une nouvelle fois, lors de son discours sur l'état de l'Union le 22 janvier dernier, de tout mettre en œuvre pour tenir enfin sa parole d'ici la fin de son mandat. On termine avec cette question du New York Times, Hélène. L'humanité se porte-t-elle mieux ? Il n'y a évidemment pas de réponse simple à cette question, mais la réflexion du journal est intéressante dans la mesure où elle met l'accent sur le fait que nous sommes, nous, surtout mis en danger par nos propres créations, que les épidémies, par exemple, profitent de nos forces plutôt que de nos faiblesses, notamment de la vitesse à laquelle on se déplace. La vraie bonne nouvelle serait donc que l'humanité peut se porter mieux si elle décide d'apprendre à mieux maîtriser son développement. C'est évidemment tout simple. Effectivement, pas très simple. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site france24.com. Restez